L'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest est très heureuse de recevoir ici ce soir le professeur Denis Charbit. J'ai connu Denis précisément à l'amitié judéo-chrétienne de France quand il faisait une conférence et c'est l'historienne et vice-présidente de l'amitié judéo-chrétienne, Mireille Adas-Lebel, qui m'avait présenté Denis. Nous étions alors entrés en contact. Il avait bien voulu venir à l'amitié judéo-chrétienne du Paris-Ouest, nous faire quelques conférences. Et je garde en particulier le souvenir de deux conférences extrêmement passionnantes. L'une sur André Chouraki, bien sûr le célèbre traducteur de la Bible, mais peut-être un aspect plus ignoré d'André Chouraki, puisqu'il a fait partie des pères fondateurs de l'amitié judéo-chrétienne de France à la fin des années 40, qu'il a toujours soutenu l'action de Jules Isaac, qu'il a bien connu, qu'il a aimé, et qu'il a facilité d'ailleurs lors du voyage de Jules Isaac en 1960 au pape Jean XXIII. Il a facilité les contacts et aussi les contacts avec l'ambassade d'Israël. Et une deuxième conférence sur un sujet plus original, les écrivains et les intellectuels français face à la création d'Israël. Et Denis avait balayé les réactions allant de Massignon à Jacques Maritain, en passant par André Mauriac, si mes souvenirs sont exacts. Denis Charbit est né en Algérie et ses parents, au moment de la guerre, ont quitté l'Algérie, bien entendu, et se sont installés en France. Si bien que Denis a fait ses études primaires et une partie de ses études secondaires en France. Vous m'arrêterez, Denis, si je me trompe. Je crois que vous m'avez dit que vous avez habité le 17e arrondissement. Exactement. Oui, là justement où nous nous réunissons, et que vous avez fait vos études au lycée Carnot. C'est Exactement. dire que le français, bien entendu, est votre langue maternelle, la France est la mère et votre mère patrie, bien sûr. Et c'est ainsi donc que nous avons fait connaissance. Et puis, vous m'avez confié qu'en 1974, vos parents ont décidé d'émigrer en Israël. Cela fait donc 50 ans et cela fait de vous un citoyen israélien. Vous avez fait vos études supérieures en Israël, à l'université hébraïque de Jérusalem, puis vous avez entamé une carrière universitaire après des études en sciences politiques qui fait de vous un sociologue, un politologue et un historien. Et je crois que votre chemin de vie illustre très bien, explique très bien votre itinéraire intellectuel, puisque vous avez deux spécialités. D'un côté, vous êtes resté fidèle à la France et à son histoire intellectuelle. Je vous ai parlé tout à l'heure d'André Chouraki, mais je pourrais citer parmi d'autres votre participation au dictionnaire Charles Péguy, dirigé par Salomon Malka, et puis votre participation plus récente à un ouvrage extrêmement intéressant, L'histoire juive de la France, dirigé par Sylviane Goldberg. Et d'un autre côté, puisque vous vivez en Israël depuis 50 ans, d'un autre côté, vous êtes bien évidemment spécialiste de l'histoire d'Israël, spécialiste du sionisme, du conflit, ce qu'on appelait au début le conflit israélo-arabe et qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. Et sur cette question d'ailleurs, vous avez toujours affirmé votre opposition, je crois que je peux la rappeler ici ce soir. Vous êtes partisan de la création d'un État d'Israël à côté de d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, mais la création d'un État palestinien, pas avec n'importe qui au pouvoir, et sûrement pas le Hamas, et pas dans n'importe quelles conditions. C'est dire que les conditions en ce moment ne sont pas particulièrement réunies. Alors vous allez nous parler ce soir de la société israélienne après le massacre de masse du 7 octobre. Je crois, Denis, que vous préférez l'expression massacre de masse à l'expression pogrom. Vous nous direz peut-être d'ailleurs pourquoi. La population française est peu informée de la société israélienne. Elle est peu informée, par contre, elle est très informée de la guerre entre Israël et le Hamas, et c'est bien normal. Et nous sommes submergés d'images, c'est normal aussi puisque nous vivons dans une société de l'image, mais nous sommes submergés d'images, particulièrement sur les bombardements israéliens dans la bande de Gaza, et notre émotion est en particulier suscitée par les souffrances des civils gazaouis qu'il n'est pas question de nier
évidemment, puisque toutes les guerres font souffrir les populations civiles. La population allemande a totalement souffert de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais des souffrances des Palestiniens, des souffrances de la famille des otages, finalement, on nous en parle assez peu et on assiste à une information dans les médias qui est souvent assez partielle, sinon partiale. Et on a vu en France, avec stupéfaction d'ailleurs, au lendemain du 7 octobre, alors que 1200 personnes avaient été assassinées en une nuit, 1200 personnes, ça représentera à l'échelle de la France 12 000 personnes, eh bien on a vu avec stupéfaction l'État d'Israël, 24 heures État victime, et très rapidement qui a basculé dans la situation d'État coupable. Et puis, on a vu s'installer de plus en plus une idée historique fausse et extrêmement perverse, à savoir qu'on pourrait comparer l'État d'Israël à l'État nazi. On pourrait comparer l'État d'Israël à l'État nazi. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a un mot qui revient en permanence maintenant, le génocide des Gazaouis. Et j'étais sur France Culture ce matin de 8 heures à 9 heures, et ce qui m'a frappé, c'est qu'en l'espace d'une demi-heure, le mot génocide a été associé à l'État d'Israël sur France Culture. Et puis, progressivement, donc, nous nous sommes rendus compte que nous assistions tout de même à une véritable manipulation de l'histoire. Et je me souviens d'une phrase de Paul Valéry sur laquelle j'avais planché lors de ma licence d'histoire. Et Paul Valéry avait dit, je le cite, l'histoire est le pire produit que l'alchimie de l'intellect ait jamais élaboré. C'est faux, bien entendu. Ce qu'il aurait dû dire, c'est que la manipulation de l'histoire est le pire produit que l'alchimie de l'intellect ait jamais élaboré. Et là, nous assistons à une totale manipulation de l'histoire. Alors, Denis, vous allez nous dire comment a évolué la société israélienne depuis un an. Comment a-t-elle réagi? Vous nous dites d'ailleurs c'est une société unie ou divisée, rassemblée ou fragmentée, qui se cherche, se retrouve dans le contexte d'une guerre dont on ne voit pas la fin, dont on espère la fin. Je précise que Denis a écrit ces phrases il y a environ un mois, c'est-à-dire avant l'élection de Trump et avant la conclusion de la trêve avec le Hezbollah. On a peut-être des perspectives plus optimistes aujourd'hui. Et pour terminer, je voudrais rappeler qu'un grand historien, qui lui n'était pas un propagandiste, un grand historien s'apprête à entrer au Panthéon aujourd'hui, c'est Marc Bloch. Et Marc Bloch, dans son dernier ouvrage, a eu cette phrase extraordinaire et qui illustre bien ce qu'est le métier d'historien. Il a dit, un seul mot illumine mes études, comprendre. Eh bien, je suis persuadée que Denis, qui est un véritable historien, va nous illuminer ce soir par ses propos sur la société israélienne. Je profite de cette introduction, Denis, pour vous remercier très chaleureusement d'avoir bien voulu accepter notre invitation alors que je sais que vous êtes sollicité de toutes parts. Denis, vous avez la parole. Merci Maud, merci. Vous avez élevé la barre très haut en comparant à cette passion de comprendre qui animait Marc Bloch. Alors je vais être beaucoup plus modeste, hein, et je vais en tout cas essayer de répondre à deux aspects qui paraissent contradictoires, mais qui me paraissent aujourd'hui complémentaires, et je l'ai bien entendu dans votre propos introductif. C'est à la fois le fait que, voilà, vous me demandez, vous m'avez prié de, voilà, essayer de brosser le portrait de la société israélienne plus d'un an après le massacre du 7 octobre, et j'expliquerai bien sûr pourquoi je préfère la notion de massacre de masse à celle de pogrom. Mais je ne serais pas quitte si je ne tentais pas également d'essayer d'expliquer, euh, voilà, non pas tant pourquoi cette hargne à l'égard d'Israël, j'essaierai de le faire bien sûr, pourquoi cette précipitation à employer ce terme de génocide qui nous heurte tant, qui nous scandalise. Et je dirais à cet égard que l'exercice est pour moi d'autant plus
difficile, mais vous l'avez rappelé, donc je peux le dire ouvertement, c'est que voilà, j'essaye de tenir dans cette situation si polarisée où on est requis en quelque sorte d'être ou pour l'un ou pour l'autre, et être pour l'un signifiant être contre l'autre, et inversement. Voilà comment on tente, comme je le fais depuis quelque temps, enfin depuis un an en tout cas, d'essayer de tenir une certaine barre, un certain équilibre euh, dans ce débat où, encore une fois, on est requis de choisir un camp contre un autre. Voilà. Alors que c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu comme citoyen, hein, pas du tout comme historien, mais comme citoyen, j'ai ce souci d'essayer de trouver des perspectives de réconciliation. Et comme vous l'avez dit, et je souscris parfaitement à vos propos, en un moment où ils apparaissent, enfin, où cette perspective apparaît plus que jamais éloignée. Et donc la question qui me préoccupe, ce sera un peu ma conclusion, c'est voilà, comment faire pour essayer de retrouver la raison d'être je dirais même pas d'un dialogue, d'un rapprochement, comment créer les conditions pour que ce dialogue reprenne après une décennie d'interruption, hein. Il faut rappeler que ça fait plus de 10 ans, 10 ans d'ailleurs, un peu plus déjà aujourd'hui, un peu plus de 10 ans que il n'y a plus de négociation entre gouvernement israélien et gouvernement palestinien ou autorité palestinienne. Donc voilà, c'est un petit peu ces trois pôles que je vais essayer, on va dire en trois quarts d'heure environ, peut-être un quart d'heure pour chacun d'eux, mais sans négliger bien sûr la part de vos questions. Alors je sais bien que en Zoom c'est toujours un peu plus compliqué, mais j'espère que la technique en tout cas sera de notre côté. Je rappellerai que vous avez un chat où vous pouvez poser des questions tout au long pour pas les oublier, et je les lirai et j'y répondrai. Mais voilà, j'essaierai, je m'efforcerai même de laisser la place à des questions parce que voilà, nous avons tous une sensibilité qui nous fait pencher pour Israël. Et celle-ci, voilà, elle se trouve malmenée par une opinion publique, par des déclarations, par des rapports aujourd'hui, hein, Amnesty qui publie son rapport pour décréter que Israël commet un génocide, des actes de génocide. Comment interpréter cela? Pourquoi? Est-ce qu'il est suffisant hein, de considérer que ce type de propos scandaleux, encore une fois, ne relève que de l'antisémitisme? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose d'autre également qui devrait nous interroger? J'ai pas vocation, euh, comment dirais-je, à secouer quoi que ce soit, mais c'est vrai que en fonction de l'auditoire qui est le mien, et je peux vous assurer que il est plus que diversifié, puisque, voilà, pour ne donner qu'un petit exemple, j'étais la semaine dernière invité à parler d'antisionisme et d'antisémitisme euh, à la Ligue des droits de l'homme, voilà, qui n'est pas, qui est loin d'être favorable à Israël. Et je suis assez, finalement, assez euh, comment dirais-je, voilà, je ne sais pas si le mot heureux est le bon terme, en tout cas, voilà, je constate je tiens à cela, à pouvoir m'exprimer dans des institutions diverses, avec toujours un petit peu le souci d'entendre ce qui émane de cette institution ou de ses adhérents, et tout en essayant, enfin, tout en m'efforçant de les faire un petit peu bouger de la position un peu confortable qu'ils ont adoptée. Et donc, je ferai un petit peu de même, mais avec un infini respect pour ces amitiés judéo-chrétiennes de France, dont je connais l'histoire depuis longtemps, mais à laquelle je me suis trouvé associé. Et j'étais très touché que vous rappeliez les différentes interventions que j'ai pu donner, effectivement, dans la rue même où j'ai grandi jusqu'à l'âge, vous l'avez rappelé, jusqu'à l'âge de 14 ans. Bravo pour la précision concernant
voilà, quelques étapes de mon itinéraire. Voilà. Alors je rappellerai, dernier point personnel, je rappellerai effectivement que euh, cette année a été un peu particulière pour moi, non seulement à cause de l'ampleur du désastre, mais je dirais personnellement, individuellement, puisque vivant, comme vous l'avez mentionné, depuis 50 ans en Israël, ayant, je dirais, participé de manière très intense à tous les événements majeurs qui ont traversé son histoire, hein, de 1974 à 2024. Rappelez-vous la venue de Sadat en 1977, les accords de Camp David en 1978, la première guerre du Liban en 1982, la première intifada en 1987. Les accords d'Oslo, la conférence de Madrid en 91, les accords d'Oslo en 93, l'assassinat de Rabin en 95, l'accession de Netanyahou au pouvoir en 96, l'échec de Camp David en 2000, la seconde intifada en 2000, l'opération Rempart en 2002. Je pourrais commencer, voilà, je vais arrêter là parce que si j'allais jusqu'à 2024, ça me prendrait encore trop de temps. Mais je dis ça pour vous dire, vous voyez, j'ai pas besoin de l'avoir devant les yeux. Tous ces événements-là, je les ai vécus intensément. Et donc, vous pouvez imaginer, je l'écris dans mon dernier livre, euh, à quel point, voilà, je le dis avec un peu de solennité, mais jusqu'à la fin de mes jours, je garderai ouverte cette plaie non seulement liée à cette catastrophe du massacre de masse du 7 octobre, mais encore une fois, très personnellement, biographiquement parlant. Et bien voilà, après cette avalanche, si j'ose dire, d'événements qui ont traversé Israël depuis que j'y vis, depuis 1974, eh bien, il faut bien admettre et reconnaître et dire que, voilà, le 7 octobre 2023, je n'étais pas en Israël. Et je n'y étais pas parce que, en tant qu'universitaire, j'ai droit à ce qu'on appelle une année sabbatique et que cette année sabbatique qui a lieu donc, comme l'indique le mot Shabbat, non pas tous les 7 jours, mais tous les 7 ans, eh bien, voilà, venait à échéance mon droit à réclamer une année sabbatique de plus, puisque ce n'était pas la première dans ma carrière, et que j'avais choisi de partir euh, alors aux États-Unis du mois d'août 2023 au mois de décembre 2023. Et puis ensuite, alors avec un temps d'arrêt qui n'était pas prévu initialement, mais dicté bien sûr par les événements, le désir ardent de revenir en Israël pour quelques semaines, entre le mois de décembre et le mois de janvier 2024. Et puis à la fin du mois de janvier 2024, la deuxième partie de mon année sabbatique que j'ai passée, alors tout d'abord au campus de Sciences Po à Menton, euh, euh, j'ai enseigné hein, le conflit israélo-palestinien en anglais et en français, et où donc j'ai pu me rendre compte justement, Maud, puisque c'était des étudiants de 19, 20, 21 ans, donc de cette effervescence, de cette intensité de leur engagement contre Israël, pour la cause palestinienne, dans quelque chose qui me paraissait même à moi, et Dieu sait comme je suis, vous l'avez dit, sensible à ce qu'il y a d'audible dans la revendication palestinienne, moi-même comment dirais-je, presque parfois épouvanté, hein, il faut que je le dis honnêtement, par ce qu'on a pu dire d'Israël, mes étudiants, hein, ma classe. Justement parce que j'avais tenu à ce qu'ils puissent s'exprimer librement, hein. J'aime bien raconter cette anecdote quand je suis rentré en classe. J'ai dit à mes étudiants, bonjour, je m'appelle Denis Charby, ça ils le savaient. Je suis israélien. Et là, j'ai vu beaucoup de visages choqués et étonnés comment un Israélien vient nous enseigner le conflit israélo-palestinien au moment où Gaza est en proie à la destruction, hein, je traduis leurs sentiments. Et puis j'ai tout de suite ajouté, je répète, je suis israélien, pas l'ambassadeur d'Israël en France. Et comme je suis votre professeur, j'entends ici établir un contrat pédagogique, c'est-à-dire que vous avez le droit de tout dire dans cette classe. Rien ne me choque, rien ne me scandalise. Vous avez le droit de dire génocide, apartheid, colonialisme, colonisation, suprémacisme, etc. Mais attention, nous le discuterons.
Et en tout cas, voilà, et j'avais terminé en disant, on ne fait pas venir de Tel Aviv pour avoir affaire à des étudiants qui, comment dirais-je, s'auto-censureraient pour être bien sûr que je n'irais pas les sanctionner parce qu'ils auraient dit un mot contre Israël qui m'aurait déplu et qui fait que je leur ai donné une mauvaise note. Je dis non, non. Euh, vous dites ce que vous avez sur le cœur ou dans la tête, et vous ne serez pas sanctionné pour cela, mais en revanche, nous allons le discuter. Voilà. Et donc, je suis resté février, mars, avril à Menton, auprès de ces étudiants que je voyais donc régulièrement, toutes les semaines. Et puis ensuite, enfin mai, juin, juillet, j'étais à Paris, invité par la Sorbonne cette fois-ci, mais là, c'était pas pour un cours, c'était que pour quelques interventions très ponctuelles, mais où j'ai vu de très près, cette fois-ci à Paris, hein, au cœur de la tempête, si je puis dire, cet engouement pour la cause palestinienne contre Israël, notamment à Sciences Po. Voilà. Un dernier mot, voilà, pour dire néanmoins que j'ai été invité par le directeur du campus de Sciences Po à Menton de revenir enseigner alors que j'avais terminé mon année sabbatique. Et comme le premier semestre en France commence en septembre, octobre, et qu'il se termine en novembre, alors qu'en Israël, on commence l'année universitaire en novembre. Donc c'est vrai que je suis retourné, après un mois d'août passé en Israël, je suis revenu en septembre et en octobre euh, à Menton pour enseigner un cours sur Israël, mais pas tout à fait le même, sur la politique israélienne, sur le système politique israélien, sur la société israélienne, ce qui tombait assez bien puisque mon livre étant sorti au mois de septembre, j'ai pu également assurer, on va dire, comme on dit, la promotion de ce livre. À partir du mois de novembre, voilà, je suis revenu en Israël. Là, je suis pour quelques jours. Et pour ceux qui me connaissent, je vois certains visages qui me sont très familiers. Ben voilà, désormais, je suis en France toujours pour 2, 3 jours. Et puis ensuite, voilà, j'assure mes cours et puis je reprends ma vie familiale, mais aussi ma vie professionnelle et ma vie de citoyen en Israël. Voilà, c'était une longue introduction, et c'est pour un peu vous expliquer, comme on dit, le lieu d'où je parle, et effectivement, cette conviction que j'ai aujourd'hui, effectivement, pour avoir été, je dois le dire également, euh, exposé, pour pas dire hyper exposé, sur le plan médiatique comme jamais je ne l'ai été, puisque là j'étais en France et donc participant notamment à des émissions de télévision auxquelles je ne participais jamais parce que j'étais en Israël, que je venais 2, 3 jours en France et que la coïncidence que pendant 2, 3 jours on puisse trouver un créneau télévisé, c'est jamais produit, en tout cas je n'en ai pas le souvenir, alors que à partir du moment où j'étais en France de janvier à juillet et même un peu donc septembre-octobre, bah, c'est vrai que à maintes reprises, j'ai été voilà, sur différents médias, France Info, France Culture, France Inter, La 5, etc., Arte, voilà. Bon. Ce qui voilà, m'a exposé d'une manière un peu inédite par rapport, comment dirais-je, à voilà, je dirais, à une attitude plus, pas une attitude, mais une position plus discrète, parce que voilà, je ne vis pas en France, mais là, c'est vrai que la conjoncture s'est présentée, d'autant que la guerre continuait. La guerre se serait arrêtée au mois de février 2024. Euh, voilà, j'aurais pas eu l'occasion d'intervenir aussi souvent. La guerre s'est prolongée, elle se prolonge encore, ce qui donc explique encore une fois, cette surexposition euh, à laquelle, bon, voilà, j'ai répondu quand je pouvais le faire. Voilà. Voilà, donc longue introduction pour, encore une fois, pour respecter à la fois d'abord le titre qui a été donné, la société israélienne, comment elle a vécu, comment elle vit cette situation, puis ensuite, voilà, que faire avec cette acharnement, moi c'est ça qui m'a le plus choqué, hein. Et encore une fois, Dieu sait comme moi la question palestinienne, on peut me dire les réfugiés, je suis pas en train de trembler, en train de dire ça y est, ils sont tous anti-israéliens. Non, non, c'est des choses qui me sont très familières. Et pour autant, j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, très surpris par ces prises de position. Donc voilà, essayer de comprendre qu'est-ce que cela traduit, qu'est-ce que cela veut dire, vers où ça nous mène. Voilà, et puis ensuite, comme je l'ai dit,
euh, des questions qui pourront toucher sur le premier ou sur le second aspect. Alors, commençons donc avec un peu de retard, sur la société israélienne, non sans répondre tout de suite, Maud, à votre question sur la notion de massacre de masse ou pogrom. Voilà. On a parlé, j'ai trouvé l'expression très, très touchante, très émouvante, une journée dans la Shoah. Voilà. Euh, alors, mon attitude est la suivante. Tout d'abord, je dois dire que je suis très prudent, voilà, peut-être excessivement prudent, dans l'usage des analogies historiques. C'est-à-dire l'idée de prendre un événement immédiat et de lui donner de le classifier, de lui donner une comparaison qui relève de l'histoire plus ou moins ancienne, plus ou moins récente. Pourquoi je suis réticent à cela? Parce qu'il m'apparaît, et depuis longtemps, hein, que c'est, comment dirais-je, plus que tout autre exercice, c'est l'exercice rhétorique qui me paraît être euh, ce que j'appelle souvent la continuation de la guerre par d'autres moyens. Voilà. Nous faisons la guerre. Quand je dis nous, c'est Palestiniens, Israéliens. Nous, on emploie des armes, on emploie des bombes, des grenades, on viole, on pille, on tue, voilà, pas de part et d'autre. Enfin, vous savez à qui je fais allusion quand je dis ça, mais nous, c'est la violence. Notre langage principal, c'est la violence. On ne sait pas se parler, Palestiniens et Israéliens. Quand on est en dehors du conflit, bon, ben voilà, il est arrivé qu'en France, on ait tué des Juifs pour cela, hein. Rappelez-vous, Toulouse, Mohamed Merah, euh, Hyper Cacher, voilà. Mais de manière générale, et tant mieux, hein, le conflit, lorsqu'il se décline en France, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, il se décline essentiellement avec des mots, avec de la polémique. Et je trouve, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, que les analogies historiques sont, comment dirais-je, l'arme rhétorique la plus usuelle, la plus fréquente pour continuer la guerre par d'autres moyens. D'ailleurs, nous, on peut pas, on se fait pas la guerre en France, alors avec des armes, alors on va le faire avec les armes des mots. Et, là, et ce qui est toujours, me semble-t-il, le plus dangereux ou le plus risqué, c'est celui, voilà, ce sont ces analogies historiques. Voilà la première raison, je dirais, pour laquelle je n'aime pas en général, parce que ce dont, je dirais, les uns et les autres subissent, Israéliens et Palestiniens, là pour le coup confondus, exceptionnellement, ça n'arrive pas souvent, bah, c'est comme on dit, c'est de nazifier Israël ou de nazifier les Palestiniens. Et que pour moi, compte tenu de la position que vous avez définie, et qui est effectivement bien la mienne, attachée à la réconciliation entre Israéliens et Palestiniens, eh bien, je préfère me réserver et avoir de la retenue dans ces comparaisons systématiques qui n'ont pour but au final que voilà, d'attirer une opinion vers un camp et donc de l'écarter de l'autre. Voilà la raison générale. Mais concernant la notion de pogrom, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas faite. Et je ne dis pas qu'elle n'a pas du sens, elle a du sens. Mais je ne l'ai pas faite d'abord pour une raison très précise. Je vais le dire de manière qui va peut-être un peu vous choquer, mais quand je vais commenter, vous allez comprendre. C'est que, ô combien j'aurais aimé que le 7 octobre soit exactement comme le pogrom que les Russes que fomentaient au début du XXe siècle et à la fin du XIXe. Pour une raison très simple, c'est que les pogroms n'ont jamais fait plus de 30 à 100 morts. Donc, si ça avait été un pogrom qui avait fait 100 morts, alors on aurait pu dire c'est le cas. Mais il faut bien comprendre, et vous le savez autant que moi, là on parle de 1200 morts. Et donc en disant pogrom, d'une certaine manière,
on minimise ce qu'a été un pogrom. Ce qu'a été, pardon, pas un pogrom, mais ce qu'a été le massacre du 7 octobre. Et je préfère donc le massacre de masse. D'abord, alors attention, je suis bien sûr sensible et je comprends bien ce que l'on veut dire quand on dit pogrom, c'est-à-dire cette idée d'une foule, d'une collectivité juive, bourgade, un village, etc. Et ça a été le cas, hein, les kibbutzim, les Rozn, Kfar Aza, Sderot, etc. Voués à la violence sans limite, sans retenue, exercée par une populace. Et sans doute que dans les pogroms, il devait y avoir des centaines de personnes impliquées. Là encore, là, c'est pas une centaine. C'est plus de 2000 à 3000 personnes. On a parlé de 3000 personnes impliquées dans ce massacre de masse. Euh, et donc, il faudrait peut-être alors, à ce moment-là, peut-être dire méga pogrom. Et en quel cas, le mot me serait plus familier. Je ne récuse pas le terme, je l'emploie pas beaucoup, mais je ne le récuse pas parce que ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est que c'est quoi un pogrom? C'est pas simplement la populace qui viole et violente et pille et tue et massacre des juifs. C'est également les autorités qui soit sont de mèche, soit venaient toujours trop tard. Euh, et là, bien entendu, personne n'osera dire que Tsahal était de mèche avec les auteurs, avec les terroristes du Hamas. Mais là où il y a peut-être un petit point de comparaison, et même si c'est pas pour les mêmes raisons et les mêmes motifs, mais si l'expérience du 7 octobre a été aussi traumatisante, c'est parce que les secours sont venus trop tard. Vous savez, un attentat, et Dieu sait comme Israël est confronté à des attentats au moins depuis plus d'un demi-siècle, bah, ces attentats, ils ont deux caractéristiques. La première, et ils sont perpétrés en territoire israélien, ils ne sont pas tous dans les territoires. Donc, comme ça a été le cas du 7 octobre. Mais ils ont deux caractéristiques bien précises. La première, c'est que le commando qui décide de perpétrer un attentat, bah, attendez, c'est de 1 à 10 personnes. Donc, vous voyez, l'échelle ici est totalement différente. On parle de 3000 personnes. Mais un attentat, c'est toujours un petit commando, hein. Ça peut être un individu, comme on disait le loup solitaire, je n'aime pas trop l'expression. Donc, un individu qui décide voilà, de passer à l'acte. Et parfois, c'était 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a eu, sans doute, il y a dû avoir parfois 7, 8, 9, 10, jamais plus. Donc ça, c'est la première caractéristique des attentats. Or là, on n'est pas dans un attentat. Et d'ailleurs, chaque fois qu'à la radio, quelqu'un dit oui, l'attentat du 7 octobre, je dis ah, non, 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 attendez, c'est pas un attentat. On ne parle pas d'un attentat. C'est pas 1 à 10 personnes. Et puis la deuxième caractéristique d'un attentat, c'est que dans la minute qui suit, allez, parfois ça va jusqu'à 5, allez, 10 minutes, allez, un quart d'heure, il y a intervention euh, pour porter secours, pour en terminer avec l'attentat, en abattant les terroristes en pleine action. Et ça peut être un citoyen qui passe, mais qui a un colt ou un pistolet, bon, qui a un port d'armes, et qui voilà, entre dans l'action et abat les terroristes. Et sinon, c'est les secours qui arrivent, l'ambulance qui arrive 2, 3 minutes après, un gendarme, un policier, l'armée. C'est l'expérience fondamentale d'un attentat. Et je vous dis, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, l'événement est terminé. Là, je pense qu'une des images les plus traumatisantes, ou même, je dirais, le son, pas l'image, le son le plus traumatisant, et on l'a vu en temps réel, hein, en direct, ce sont des victimes appelant les secours, appelant, comment dirais-je, l'armée.
et la réponse disant, mais on ne peut rien faire. On ne peut pas, on peut rien vous envoyer. Et donc vivant une mort en direct. Ça, c'est quelque chose de... Alors oui, à cet égard, ça ressemble au pogrom en ce sens que les autorités venaient toujours trop tard. Elles sont venues, elles ont fait le boulot, ce que ne faisait pas la police du tsar à l'époque. Mais au bout de 4 heures, au bout de 9 heures, on a mis fin à cette séquence-là au bout de 9 heures. On a attendu le lendemain pour dire... voilà, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de il y a plus de terroristes palestiniens dans la zone. Ça, c'est quelque chose de totalement inédit. Et donc, pogrom me paraît un petit peu, j'entends bien l'usage, et je préfère massacre de masse parce que c'est bien ce dont il s'agit. Un massacre de masse, c'est pas 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, c'est près de 1200 plus les otages. Alors, bah, ça a eu effectivement un effet tétanisant. euh, En effet, on a dit traumatisant, on emploie cette expression-là. On a parlé de conflit existentiel et il est totalement vrai, authentique, hein, que c'est ainsi que les choses ont été vécues, perçues et pendant longtemps. Et nous y sommes encore plongés à bien des égards. Et je dirais à cet égard que ce qui a prolongé ou ce qui maintient la société israélienne dans cet état-là, c'est effectivement le sort suspendu entre la vie et la mort des otages. Voilà. Alors, comment la société israélienne, et là je vais faire la chronologie, mais assez rapide, il faut bien comprendre, je l'ai dit tout à l'heure en disant la police intervient, ne pouvait pas intervenir, l'armée ne pouvait pas intervenir, etc., etc. Euh, je pense que, et ça fait partie de ce traumatisme-là, ce que j'appellerais une faillite d'État. Voilà. Vous savez, un État, sans remonter à Thomas Hobbes, a une fonction protectrice. C'est ce qu'on appelle, vous connaissez l'expression, l'ordre public. Voilà. Le maintien de l'ordre. Euh, un État est là pour fabriquer, d'une certaine manière, de la routine. Les trains partent à l'heure, avec quelques minutes de retard. Les instituteurs enseignent les élèves. Voilà. Et c'est alors, il y a des événements hein, qui troublent, bien sûr, un accident de voiture, voilà, une dissolution du gouvernement, une motion de censure. Voilà, c'est ça les événements. C'est justement ce qui n'est pas dans la continuité. Euh, et, et il faut vous imaginer bah, ce qu'a été sans doute, voilà, je pourrais dire, je vous dis, j'aime pas trop les analogies, mais sans doute ça a dû être ça aussi les 40, 1940, juin 40, c'est-à-dire à un moment où on sent que cette structure-là, euh, elle est en état de démission. Elle n'existe plus. On ne peut plus avoir recours. Ces coups de fil, ces coups de téléphone, et encore une fois, c'était en temps réel, hein. C'est pas un témoignage 48 heures après. J'appelle au secours et personne ne vient à mon secours, et notamment pas les autorités, a suscité un tel effroi que bah, il y a eu une réaction, comment dirais-je, absolument extraordinaire, absolument confondante, c'est-à-dire une mobilisation de tous pour tous. Voilà. Avec un moment, je dirais, euh, peut-être de trop courte durée, mais c'est malheureusement, je dirais, la caractéristique de ces moments-là de l'histoire où, voilà, il n'y a plus de différence, il y a plus arabe, orthodoxe, laïque, Tel Aviv, Jérusalem, les implantations, le kibbutz, la gauche, la droite. Non, tout ça, c'est balayé face à cette démission de l'État pour, voilà, pour se redonner en quelque sorte les moyens de retrouver un quelconque sens à ce qui venait de se passer. La réponse a été celle-là. Et elle a été d'autant plus forte, que vous en souvenez sans doute, c'est que Israël avait vécu
de janvier 23 à août-septembre, une période de crise énorme autour des réformes de la Cour suprême en visant à supprimer ou à réduire l'indépendance de la Cour suprême. Et donc, nous étions, beaucoup d'entre nous, dans des activités collectives, tout le temps, en permanence, avec les WhatsApp notamment. Et là, on va pas le faire maintenant, mais je pourrais vous montrer mon WhatsApp. J'étais moi dans un groupe de professeurs de sciences politiques contre le gouvernement et cette réforme qu'on estimait et qu'on estime toujours funeste pour la démocratie israélienne. Et du jour au lendemain, ces mêmes groupes WhatsApp, et je ne cite que le mien, mais il y en avait des centaines, voué hein, se transforme en mobilisation générale pour tous. Apporter des repas chauds pour les soldats, apporter, laver le linge sale des personnes qui avaient quitté le sud et le nord pour être dans des hôtels et donc bah voilà leur linge, il faut bien le nettoyer. Bah, des gens se portaient volontaires, etc. Enfin voilà, il y a eu un mouvement comme ça pour remplacer la faillite de l'État. Et puis ensuite, voilà, la guerre a commencé, et mobilisation. Alors là aussi, on a parlé de ce truc, de cette chose absolument extraordinaire. Vous savez que les jeunes Israéliens, après leur service militaire, font un grand voyage à l'étranger, en Amérique latine, en Chine, en Inde, en Afrique. Et voilà, comme un seul homme, des dizaines de milliers de ces jeunes qui décident d'interrompre leur voyage et de venir en Israël, en sachant bien que c'était pas pour, comment dirais-je, consoler papa-maman, mais pour s'engager, c'est-à-dire pour prendre des risques, en se mobilisant, en se ralliant au drapeau. Et quelle plus belle expression de cette sensibilité, de cette âme collective qu'est Israël. Euh, un autre point, il faut aller un peu plus vite. Euh, un mois après, un mois et demi après, première négociation réussie euh, entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire du Qatar et de l'Égypte pour la libération de grande partie des otages. Et en se disant, bon voilà, la guerre va durer quelques semaines. Je vous rappelle que Biden, c'est pas rien, disait jusqu'à la fin de l'année. Octobre, novembre, décembre, et c'est terminé. Et puis en se disant, voilà, première négociation réussie, on va passer à la deuxième étape. On savait qu'elle serait plus difficile, puisque dans le deuxième contingent de ceux qui n'avaient pas été libérés, il restait encore des femmes, des enfants, mais c'était surtout des adultes, parfois même des personnes âgées. Et puis surtout, ce dont on voyait, dont on se disait que ça allait être extrêmement difficile à négocier, des soldats. Les soldats, c'est pas des civils. Ce ne sont pas des civils. Mais on se dit, OK, ce sera plus compliqué, ça va prendre un peu plus de temps, mais on va bien y arriver. Et là, ce qui se passe, c'est, comment dirais-je, Yahya Sinwar, le chef du Hamas, qui assez vite. Et on a dit d'ailleurs de lui qu'il comprenait parfaitement les faiblesses de la société israélienne, ses dilemmes, ses attentes, ses espoirs. Et voilà que là où pour la première négociation, il avait dit, on échange contre les otages des prisonniers palestiniens, et puis on fait une trêve de quelques jours. Voilà que le même Sinoir dit assez vite, hein, vers janvier-février, là, c'est pas seulement un échange que je veux, prisonniers palestiniens contre l'ensemble, le reste des otages. Non, non. Là, je veux un cessez-le-feu permanent. Et là, il pose comment dirais-je, au gouvernement et à l'armée un dilemme énorme. Parce qu'on va assister, après ce moment d'union, d'émotion permanente, encore une fois, qui transcendait les classes, les origines, les confessions, les degrés de pratique religieuse, les engagements politiques, etc. Tout le monde était sur la même longueur d'onde.
Mais là, Sinoir pose en quelque sorte, sème les graines de la discorde. Pourquoi? Ben parce que là où, je vous le rappelle, je ne l'ai pas dit, mais lorsque la guerre commence, Israël déclare les buts de guerre, c'est ce qu'on fait en général, et dit, premièrement, le but, c'est l'éradication du Hamas, et le deuxième, c'est la libération des otages. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Mais quand Sinoir dit, vous voulez procéder à une seconde négociation, mais cette fois-ci, l'élément central de la négociation, c'est pas combien de Palestiniens vont être libérés, 100, 200, 300, 5 fois plus, 10 fois plus. On sait que l'arithmétique n'est pas un contre un, mais ce n'était pas pour lui le plus important. Le plus important, c'est dire, OK, au centre de cette négociation, euh, une trêve de longue durée, un cessez-le-feu permanent. Et là, je l'ai dit, il sème la division parce que pour une partie de la population, ah ben, s'il faut, on aurait aimé poursuivre la guerre, mais si pour sauver les otages qui restent encore aux mains du Hamas, il faut arrêter la guerre, ben on l'arrête. Parce que ce qui compte le plus, le fondement de la société israélienne, c'est ce que j'ai appelé dans un article, pour rappeler un peu Rousseau et ma formation intellectuelle dont vous parliez tout à l'heure, Maud, c'est le contrat social. C'est quoi le contrat social qui lie l'État d'Israël à la société israélienne? C'est le suivant. Comme en tant qu'État, je peux réclamer des plus jeunes d'entre nous de la société israélienne le sacrifice de leur vie, la conscription militaire, la mobilisation, les réservistes. La contrepartie, c'est lorsque des civils sont impliqués dans un attentat, dans une prise d'otage. Alors, l'État d'Israël place en priorité le sauvetage des otages. Et ça, j'ouvre une toute petite parenthèse pour dire qu'il faut bien comprendre que ce que je vous dis là, ça n'a pas été toujours le cas. Quelqu'un me disait dans une conférence il y a quelques semaines, me dit, oui, Israël a toujours été très ferme, on ne négocie pas avec les terroristes. Et je l'ai arrêté, je dis, vous avez raison, jusqu'à une certaine date, qu'à la première guerre du Liban. En 83, pour la première fois, le gouvernement israélien, présidé par Yitzhak Shamir, consent à négocier à la fois des corps et à la fois des prisonniers israéliens retenus au Liban. Et, euh, et ça, et ça ouvre une autre période dans l'histoire d'Israël. Désormais, on est prêt à négocier. Pourquoi? Parce que, et ça traduit d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien Israël, ça traduit l'évolution de la société israélienne qui était d'abord une collectivité écrasant l'individu. Ben, à partir des années 70-80, ça devient une société d'individus qui, euh, de temps en temps, doit se sacrifier pour le collectif. Mais on a eu un renversement. Et, euh, et donc, une partie de et la division qu'on a connue ensuite, et qui est très vive, c'est ceux qui disent, ah non, non, oui, on sacrifie nos enfants lorsqu'ils sont soldats ou réservistes, soldats du contingent ou réservistes, et vous le voyez bien. Mais en revanche, s'il s'agit de civils, là, on doit tout faire pour les sauver tout de suite. Et si le prix à payer, c'est le cessez-le-feu permanent, eh bien, il faut proclamer le cessez-le-feu permanent. Mais une autre partie de la population israélienne, et je dirais essentiellement représentée au gouvernement, par le gouvernement, lui ne l'entendait pas de cette oreille. Et donc, comment dirais-je, alors, si vous voulez, tout le problème, c'est que bien entendu, il était absolument inconcevable que Netanyahou puisse venir dire, écoutez,
il y a quelque chose qui est plus important que la libération des otages, c'est la raison d'État. Et le premier objectif, qui est l'éradication du Hamas, eh bien, l'emporte sur la libération des otages. Il a toujours essayé, tant bien que mal, même si en parole il le disait, mais dans les actes, ce n'était pas le cas. Il a toujours, en gros, dire non, non, l'éradication du Hamas l'emporte sur la libération des otages, et c'est pour ça qu'il a laissé, ou il aurait laissé passer l'occasion en juin où il semblait qu'une négociation pouvait avoir lieu. Et à partir de ce moment-là, voilà, un hiatus, un divorce, c'est creusé au sein de la société israélienne après ces semaines et ces mois comment dirais-je, de cohésion sociale absolument extraordinaire. Au point même d'ailleurs que, même à cette époque-là, quand on disait oui, mais après la guerre, il faudra créer une commission d'enquête judiciaire pour établir les responsabilités militaires et politiques, euh, il y avait un consensus pour dire ça devra se faire après la guerre. Même si déjà il y avait quelques voix pour dire, mais attendez, vous savez, faire une enquête, interroger des gens sur les décisions qu'ils ont prises, etc., quand l'enquête, vous la faites un an et demi après, euh, vous imaginez, il y a un meurtre, machin, et un an et demi après, on décide d'interroger les voisins, le voisin du dessus, le voisin du dessous, qu'est-ce qui s'est passé, vous souvenez-vous où vous étiez, est-ce que vous avez vu un tel passé? Euh, non, une enquête, ça se fait à chaud. Et là, on disait non, là, il y a la guerre, donc on le fera plus tard. Et les Israéliens y ont consenti, plus ou moins. Et la vraie pomme de discorde, c'était, mais non, non, encore une fois, pour libérer les otages, s'il faut en passer par le cessez-le-feu, on fait un cessez-le-feu. Et voilà où nous en sommes, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une société, alors 50-50, c'est beaucoup plus difficile parce que beaucoup estiment qu'en temps de guerre, ils n'ont pas envie de se prononcer, etc. Mais voilà. Donc il y en a qui restent, qui tranchent pas entre les deux. Mais ça en est arrivé même à une situation assez pénible et presque intolérable et insupportable pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire des ministres, des gouvernements un peu excédés par les revendications de ces familles. Ratiocinant, ressassant en permanence, il faut négocier nos enfants, etc. Des manifestations hebdomadaires, comme du temps de la réforme judiciaire, pour dire, les otages en priorité, voire pas beaucoup d'appels à la démission, plutôt des appels à des nouvelles élections. Mais toujours dans l'idée qu'on les ferait après la fin de la guerre. Mais parce qu'il faut bien comprendre, là maintenant on y est habitué. Mais personne n'a jamais pensé une seconde qu'elle durerait aussi longtemps. Et je me souviens très vite, je l'avais dit d'ailleurs dans une émission, c'était Thomas Negaroff qui m'avait interrogé là-dessus, combien de temps ça va durer? Je dis, vous savez, si l'armée s'est déjà prononcée là-dessus, elle a parlé de 10 mois. Ben, même l'armée s'est trompée puisqu'on est déjà après 14, 15 mois, sans doute 16. Si on va voir ce que Trump va donner, il semblerait qu'on puisse s'acheminer sur un accord avant son intronisation comme nouveau président des États-Unis. Et donc, après cette apothéose, cette phase, et c'est pour ça que dans les titres, j'ai volontairement choisi des mots contradictoires, unis et divisés. C'est pas uni d'abord et divisé ensuite, c'est aussi ça, bien sûr, chronologiquement. Euh, et je dirais euh, alors avec une phase, je vais m'arrêter là parce qu'autrement je ne respecterai pas le temps qui vous est accordé pour me poser des questions. Et je dirais un mot sur la situation internationale. Euh, je pense que le moment le plus difficile, difficile non pas au sens de souffrance, etc., mais au sens de euh, passage
au réalisme, si je puis dire. C'est le moment qui a été d'abord un moment, si j'ose dire, d'apothéose. Et là, c'est il n'y a pas très longtemps, c'est en octobre dernier, l'élimination coup sur coup, à 2, 3 semaines près, de Nasrallah, puis de Yahya Sinwar. Moment d'apothéose, pourquoi? D'abord parce que la vengeance est assouvie. Voilà, vous avez, voilà, vous êtes l'incarnation de tout ce qui nous a fait souffrir cette dernière année. Eh ben, vous avez payé de votre vie. Mais c'était plus loin que ça. Ce que j'appelle l'apothéose, c'était que Euh, et j'y étais parce que j'avais demandé, je racontais que j'étais à Menton en septembre-octobre. La première condition que j'ai posée pour y venir, j'ai dit, moi, le 7 octobre prochain, qui pour inclus, je suis en Israël. Voilà, je fais pas coup, je ne serai pas en France pour le premier anniversaire du 7 octobre. Donc j'étais en Israël les 15 premiers jours d'octobre, les 10 premiers jours d'octobre plus exactement. Et il y a eu donc ce sentiment qu'au-delà de la vengeance assouvie, l'élimination de Sinoir et l'élimination de Nasrallah conduiraient peu ou prou à la capitulation, c'est-à-dire à donner corps. Et on a vu d'ailleurs la cote de Netanyahou remonter dans les sondages, à donner corps à cette idée sur laquelle dès le début la majorité acquiesçait totalement et puis il y avait quelques voix dans la mienne, je dois dire, un peu plus perplexes, l'éradication du Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire l'éradication du Hamas? En hébreu, c'est encore plus fort, hein. Hashmadat Hamas, c'est presque la liquidation. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Et donc, l'élimination de Sinwar et Nasrallah nous fait entrevoir le scénario en vertu duquel le successeur de Sinwar et le successeur de Nasrallah, dont on nous avait dit, c'est pas un chef militaire, c'est plutôt une autorité religieuse qui n'a pas d'expérience. Ah, on se dit alors, ça y est là, c'est bon. 3 jours, 8 jours, 15 jours, ils vont, euh, ils vont dire stop. Alors, ce ne sera pas l'éradication du Hamas, mais ce sera une reddition. Ils vont se rendre. Ce sera une capitulation. Et il faudra négocier les termes, comment ils se maintiennent tout en étant neutralisés politiquement et militairement. Eh bien voilà, ça n'a pas eu lieu. Cette attente après la joie, hein, je me rappelle, les gens trinquaient, hein, même dans un studio à 20 heures, journal, allez, on trinque. Même un peu, je veux dire, j'étais un peu même surpris. Je dis pas qu'il fallait pleurer des larmes de crocodile, mais enfin, de là à trinquer en studio, devant tout le monde, ben, je trouvais manquait un peu de décence. Mais bon, qu'importe. Mais donc, disons, ça y est, là, l'éradication trouve là où des voix de plus en plus nombreuses commençaient à dire, mais ça veut dire quoi? Comment ça se traduit? Là, on se dit, ça y est, on y est. Et là, un mois plus tard, les Israéliens disent, bah, on n'y est pas. Le seul contrepoids, si je puis dire, à ce sentiment-là, qui, grosso modo, correspond à de la déprime, enfin, quand je dis de la déprime, bah, c'est pas une dépression nerveuse, mais à une sorte de fatigue, d'épuisement, l'Israélien qui parle fort, bah, j'ai envie de vous dire, bah, il parle moins fort aujourd'hui. Voilà. On est moins, euh, on raconte moins de blagues, on raconte moins. Voilà, il y a une chape de plomb comme ça qui est tombée un peu sur nous tous et qui le reste encore. Et le seul contrepoids, si j'ose dire, c'est l'élection de Trump. Alors d'abord, bien sûr, pour une grande partie des ministres du gouvernement qui disent, ça y est, on a gagné, on n'aura plus de pression sur nous. Et je prends la déclaration de Smotrich, très politique, très idéologique. 2025 sera l'année de l'annexion. Alors là, on est c'est plus l'apothéose, c'est le délire. Voilà, ça va être l'année de l'annexion à cause de Trump. Et puis,
assez rapidement, hein, ça a pris 24 heures, 48 heures. Trump, qui l'avait déjà déclaré quand il était allé voir des Arabes musulmans du Michigan, où il l'a emporté, mais comme dans le reste du pays d'ailleurs, pour leur dire, parce que n'oubliez pas, Trump, avant d'être ce qu'il est, globalement, le seul lien qu'il a avec l'histoire américaine, c'est que c'est un isolationniste. Lui, il n'aime pas la guerre. Il n'aime pas la guerre, pas parce que c'est un pacifiste. Il n'aime pas la guerre parce que il veut pas que des soldats américains soient en train de la mener. Et il dit, moi, élu, la guerre s'arrête. Et le fait est que, coïncidence ou pas, un accord de cessez-le-feu est signé avec le Hezbollah. Et là, il a fait une déclaration il y a 1 ou 2 jours en disant les foudres de l'enfer s'abattront sur le Hamas si on négocie pas, machin. Et là, Hamas prend peur. Même l'Iran a pris peur. Vous voyez, c'est comme ça. Le rapport de force, ça veut dire quelque chose. Et c'est vrai que Biden n'aurait jamais été capable d'imposer, parce que voilà, Trump, c'est l'imprévisible. Et donc, oulala, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable de larguer une bombe sur Gaza, que sais-je encore. Et donc, on se dit, bon, bah voilà, on arrive à la fin de la guerre. Et je voudrais prendre encore 1 ou 2 minutes, parce que je vois que l'heure tourne, euh, pour dire que la situation où nous sommes aujourd'hui, en fait, mais ça devait arriver tôt ou tard. Bon, alors maintenant, quoi? On va libérer les otages. Très bien, et c'est un moment capital qui va énormément jouer, c'est mon hypothèse en tout cas, sur le sort politique de Netanyahou. Je peux me tromper, hein. Vous verrez, ici, le moment où ils seront libérés, si j'ai raison ou tort. Voilà, je me livre à votre pari. De deux choses l'une. On va supposer que Trump, ayant cette capacité d'imposer de dicter le cours des événements. On va supposer que le Hamas entre sérieusement dans cette phase de négociation, comme on nous le dit, hein, il y a une réunion ce soir du cabinet militaire pour relancer le processus. Et là, donc, je dis de deux choses l'une. On parle de 100 otages aujourd'hui, dont 37 sont déjà déclarés disparus. Disparus au sens de défunts, enfin morts, plus vivants. Et donc, ça fait 64 otages potentiellement, je n'allais pas dire vivants, mais plutôt survivants. Et le sort politique de Netanyahou, me semble-t-il, hein, encore une fois, c'est un pari que je vous soumets, est le suivant. Est-ce qu'il en ramène 10 sur les 60, sur les 67, sur les 64, pardon, puisque c'est 37 et 64, ou bien il en ramène 40? Et à mon avis, c'est là que le sort de Netanyahou se jouera politique. S'il en ramène 10, je pense qu'il y aura un ressentiment très fort à son égard en disant, au mois de juin, tu avais encore la possibilité d'en libérer une soixantaine. Et donc ça, c'est impardonnable. S'il en ramène 40, on dira, on écrira qu'il aurait pu en sauver 50 ou 60 s'il avait négocié plus tôt, mais on estimera que, bah voilà, ok, c'est 10 de trop, mais finalement, il a pu sauver la plupart, les 2 tiers d'entre eux. Donc je pense que le nombre d'otages libérés euh, aura un impact, mais je peux me tromper, mais je pense qu'il aura un impact sur le sort politique de Netanyahu. Mais une fois, et j'en termine là, une fois cette question-là résolue, donc il faut bien comprendre, c'est celle qui a divisé l'opinion, mais c'est aussi celle qui a paralysé l'opinion. Ça veut dire quoi paralyser?
Ça veut dire qu'elle a permis, d'une certaine manière, à Netanyahou de ne pas être tenu de dévoiler ce que serait le jour d'après, comme on a appris l'expression à fait Flores. Et jusqu'à présent, on ne sait pas exactement ce que ce sera. Pourquoi? Parce que la question des otages a été primordiale. Il n'y a que ça qui compte. Le reste importe peu. Les otages libérés, quel que soit le nombre, 10, 40 ou les 67. La société israélienne se tournera vers Netanyahou et en disant, alors maintenant, c'est quoi le plan? C'est on occupe la bande de Gaza tout le temps? On occupe la partie, le nord de la bande de Gaza? Qui on met à la place? L'autorité palestinienne renforcée ou non, etc. Actuellement, ces questions-là, nous ne les posons pas. Les Israéliens ne les réclament pas du gouvernement. Mais une fois comment dirais-je, le problème de la libération des otages obtenus, on dira alors maintenant quoi? Et la perspective que Netanyahou réponde, lui ou les autres, nous sommes voués à une guerre permanente. C'est peut-être un jugement tout à fait réaliste, mais ce n'est pas un jugement qui a de quoi vous satisfaire, surtout lorsque, n'oubliez jamais, depuis 2009 jusqu'à 2023, on a cessé de nous dire, de la part de Netanyahou lui-même et de ses différents gouvernements successifs, on a cessé de nous dire que le conflit israélo-palestinien, c'était fini. C'était marginal. Ça n'avait plus d'impact. Les accords d'Abraham sont la démonstration qu'on peut faire la paix, la normalisation avec Israël, même si le problème palestinien n'est pas résolu. Et donc, dire, ben, on est condamné à tenir toujours contre nos ennemis, etc. Encore une fois, les Israéliens ne diront pas que c'est faux, ils diront c'est tout à fait réaliste, mais quelle perspective ça donne à la jeunesse israélienne? Combien d'entre eux, jeunes ou adultes, diront oula, si c'est pour toujours, s'il n'y a même pas un tant soit peu, une perspective de règlement pacifique, machin, est-ce que vraiment c'est le bon choix? Est-ce que vraiment c'est le lieu où les Juifs sont le plus protégés? Est-ce que cette vie-là en Israël vaut la peine d'être vécue? J'en donnerai une preuve qui me paraît significative, pardon. Vous savez, en Israël, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont une double nationalité. euh, Parce qu'ils sont nés dans un pays et qu'ils ont conservé leur nationalité en venant en Israël. Et puis, n'oubliez pas, depuis les années 90, il y a des tas de pays européens, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, l'Allemagne, même l'Espagne et le Portugal à cause de l'Inquisition, qui ont dit toute personne qui a été destituée de sa nationalité allemande, polonaise ou espagnole, portugaise au XVIe siècle est autorisée à demander la restauration de leur nationalité antérieure. Seulement voilà, c'est toujours un peu comme ça. Ok, on a les papiers, mais ils sont pas à jour. Parce que, voilà, eh ben, je peux témoigner que des tas de gens qui disposent d'une double nationalité, mais n'avaient pas leur papier à jour, leur passeport était périmé, qu'importe, c'est pas grave. Ben là, ils sont allés les mettre à jour. Voilà. Pour eux, ils ont inscrit leurs enfants s'ils n'étaient pas inscrits, etc. C'est-à-dire que tout en étant parfaitement patriote et attaché à cet État, le fait même qu'on se pose la question, mais Israël dans 20 ans, c'est quoi? Et c'est pas seulement est-ce que les pays arabes nous vaincront? Non, ça, c'est pas tellement. Les gens n'ont pas peur de cela. Ça fait pas partie de leur scénario. Mais en revanche, face au spectacle de nos divisions, et je n'ai pas cité le second qui est la conscription des orthodoxes,
Eh ben voilà, il y a quelque chose dans le tissu social qui se déchire et qui sera réparé du jour où la question des otages sera résolue. Mais encore une fois, avec cette idée aussi qu'une fois le problème des otages résolu dans un sens ou dans un autre, euh, on va poser la question de c'est quoi l'avenir de ce pays? Est-ce qu'il y a une paix au bout? Est-ce qu'il y a un règlement au bout? Est-ce que l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, etc. Voilà les interrogations qui se poseront en Israël dans les semaines et les mois à venir. Voilà, j'ai trop parlé, je vois qu'il est 1h50 alors qu'on avait dit quelque chose comme 1 heure. Donc là, j'ai fait presque 1h20. Enfin, on n'a pas commencé à 8h30 pile, je suis bien conscient. Mais voilà, puis je reviendrai sur l'autre aspect international que je m'étais promis de traiter en fonction des questions que vous me poserez là-dessus. Voilà, mais je pense avoir décrit un petit peu la situation, Oui, voilà, on va dire, absolument. mi-figue, mi-raisin, qui nous caractérise aujourd'hui. Eh bien, Denis, je vous remercie chaleureusement. J'avais terminé mon introduction en rappelant cette phrase du grand historien Marc Bloch, un mot pour tout dire illumine nos études, comprendre. Eh bien, je crois que grâce à cette conférence, vous nous avez donné des éléments de réflexion pour comprendre tout ce que les médias ne nous font pas comprendre, bien entendu, avec votre connaissance extrêmement fine, votre manière très distanciée d'établir votre jugement, véritablement une vraie réflexion. Je voudrais vous remercier aussi de nous avoir fait partager en introduction votre expérience pédagogique auprès de ces jeunes de Menton. Combien, quand vous leur avez dit que vous étiez israélien, vous avez dû vous sentir comme l'ennemi public numéro un, l'homme à abattre, pratiquement Ouais. tant ils ont une sorte de haine, si je comprends bien, tellement ils ont été pervertis par une certaine propagande, une véritable haine contre l'État d'Israël. Vous avez insisté sur que vous avez appelé la faillite d'État, c'est-à-dire le retard, bien sûr, dans dans les secours. Mais c'est bien, je crois, vous êtes historien, le propre d'une certaine marche navrante de l'histoire, que de voir très souvent beaucoup d'États ont fait faillite, et vous avez rappelé à très juste titre notre propre faillite d'État en 1940, la quatrième, la troisième République. Et c'était bien autre chose que ce qui s'est passé en Israël, bien autre chose, puisque la population française a été littéralement abandonnée complètement. Ça nous a valu l'occupation, etc., etc. Bon, je crois que c'est une règle générale de l'histoire. Vous avez souligné euh, combien le patriotisme régnait en Israël, combien il y avait eu une union sacrée. Et ce qui m'a frappé, c'est que chez nous, cette notion a complètement disparu. J'ai cru être reporté au temps de la guerre de 14-18, avec l'union sacrée, et en même temps, cette fin d'union sacrée, parce que la guerre a duré trop longtemps, et comme d'ailleurs en 1914, fin de l'union sacrée en 1917. Donc, pas d'abus d'analogie historique, mais quand même, le Mm. passé nous donne matière à réflexion. Et puis, effectivement, l'avenir, la difficulté d'éradiquer une idéologie, c'est d'ailleurs la question d'un de nos auditeurs, difficulté d'éradiquer l'idéologie, mais quand vous pensez, et là encore, on fait appel à l'histoire, quand vous pensez que dans les années 70, il y avait encore des nazis en Allemagne, et que finalement l'idéologie nazie, elle a perduré des années et des années, et que nous ne sommes venus à bout de l'idéologie nazie, à bout des nazis, que par le rapport de force, il faut bien dire. Si on n'avait pas été à Berlin, et Berlin complètement en ruine, et la population allemande dévastée, si on n'avait pas été à Berlin, eh bien, effectivement, l'idéologie nazie aurait perduré. Eh bien, je crois que, il y a quelques questions. Vous les voyez, Denis? Bien, il y en a Oui. une, effectivement. Y a-t-il un sens à ce qu'on puisse éradiquer le Hamas? Une idéologie ne se détruit pas par les armes. Non, il faudra du temps, certainement, pour détruire. Et puis la première?
Je vais la Oui. lire, Denis, si vous ne Oui, je pouvez vais la pas. lire tout de suite. Non, je Vous le cherche pouvez? pour moi. Israël n'est-il pas considéré dans l'opinion mondiale comme le puissant contre le faible et qu'il est difficile de penser que le puissant peut être une victime? J'aime beaucoup cette. Enfin, je trouve, je suis très impressionné par cette réflexion-là parce qu'elle nous permet de sortir, je dirais, un tout petit peu, un tant soit peu de l'ornière consistant à penser que cette haine est uniquement dictée par un antisémitisme viscéral qui perdurerait, se métamorphoserait, etc. Il y a sans doute de cela aussi. Mais quand vous évoquiez mes étudiants, euh, je vais vous dire ce qui se passe, je vous donne mon sentiment. Mon hypothèse, pas un sentiment, c'est une hypothèse. En fait, je pense que le 7 octobre est un tournant, je dirais, culturel dans l'histoire en ce sens que nous sommes passés de ce qu'on pourrait appeler l'ère du serment d'Auschwitz à l'ère du serment, il faudra que je trouve un nom, une figure, une image, mais ce que je dirais actuellement d'une manière pas très poétique, le serment de la décolonisation. Voilà. C'est-à-dire qu'on a, je dirais ça autrement, nous avons vécu pendant 70 ans, enfin, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec cette idée largement partagée que l'événement le plus terrible de l'histoire du XXe siècle, sinon de l'histoire humaine, était la Shoah, parvenant même à lui donner un nom singulier, en hébraïque de surcroît, là où, et des signes étaient déjà présents ces dernières années, mais là où, très clairement, pour cette nouvelle génération, ces nouvelles générations, donc des gens qui ont entre 20 et 40 ans, il y a peut-être pire que la Shoah, c'est le colonialisme et ce qu'il en est resté. Et je voudrais, à cet égard, puisque vous y avez allusion à mon expérience pédagogique, dire ce qu'un de mes étudiants m'a dit quand on parlait de cela, justement, on a tout mis à plat. J'ai jamais eu peur de prendre ces discussions, de ces débats à bras-le-corps. Je n'ai pas censuré. Et quelqu'un m'a dit, l'antisémitisme subsiste, oui, les camps de la mort sont tous fermés. Là où le colonialisme a disparu, mais là, comment dirais-je, l'imaginaire colonial est encore très présent. Et enfin, cette réflexion m'a beaucoup intrigué parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on ne penserait jamais, et lui-même ne le faisait pas, mettre en comparaison l'antisémitisme et ce qu'on appelle la pensée décoloniale. Et pourtant, il y a quelque chose dans leur prémisse qui est un peu semblable. C'est l'idée de dire, ce n'est pas parce que Vichy n'existe plus que l'antisémitisme a disparu, et ce n'est pas parce que la décolonisation a été accomplie totalement, plus de possession coloniale de la France, de la Grande-Bretagne, que pour autant quelque chose de l'esprit colonial ne s'est pas maintenu. Or, pour cette jeune génération, et sans doute à cause du phénomène des immigrés. Après tout, les Juifs, il n'y en a pas beaucoup, que ce soit en France, même si la France est la première communauté juive européenne, autour d'un demi-million, mais un demi-million sur 67 ou 68 millions, c'est pas grand-chose. Là où la présence migrée est beaucoup plus significative. Et donc, ceci donc inspirerait à cette jeunesse. Et là, je dirais dans quelque chose et nous, juifs, nous n'y sommes pas pour rien. Je vous rappelle quand même que de 1945 à 1975, je dis 75 pour faire une date, un chiffre rond, nous avons tous été sous l'emprise, et l'emprise n'est pas un mot péjoratif, sous l'emprise de la culture du héros. Nos films, nos livres, nos romans, c'était, exaltaient la résistance.
Et c'est vrai en France, comme c'était le cas en Israël, comme c'était partout ailleurs. À qui nous devons notre libération? À nos héros. Et nous les avons tous mis en valeur. À partir des années 75, des années 70, le chagrin et la pitié en France, la Shoah 10 ans plus tard, on a basculé. Et on a dit, OK, les héros, on leur a rendu hommage, mais attention, dans cette société, dans cette période de la guerre, il n'y a pas eu que des héros, il y a eu surtout des victimes dont on n'a pas parlé. Et on est passé de l'ère du héros à l'ère de la victime. Et ça, les Juifs, ils sont pour quelque chose. C'est eux qui ont dit euh, Vichy, le Veldiv. euh, une fois, j'avais fait une comparaison entre la Grande Vadrouille, dans laquelle il n'y avait pas de Juifs, n'existait pas, on n'en parlait pas, pas d'étoiles jaunes, et ce film qui avait eu beaucoup de succès, beaucoup plus tardif, qui s'appelle Monsieur Batignolles, où un jeune Juif se cache et est protégé par celui qui n'a pas trop envie de le protéger. Et il était, je ne veux pas dire prévisible ou fatal, mais une fois qu'on avait fait tout le travail de recherche sur les victimes, je peux vous dire, moi j'ai des kilomètres de livres, si je puis dire, des étagères entières, la comédie française et l'occupation, les asiles et sous Vichy, les francs-maçons, pour tout mettre en avant ceux dont on ne parlait pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait des acteurs juifs à la comédie française en 40? La responsabilité de Vichy, le discours du Veldiv de Chirac. Il était prévisible, sinon fatal, qu'à un moment, une fois qu'on aurait fait le tour de cette honte-là, de cette tâche-là, on vienne à dire et la colonisation et le colonialisme. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à fouiller sur les responsabilités. Et le tournant, d'ailleurs, pour moi, c'est Papon. Parce que Papon est à la fois employé à la préfecture de Bordeaux, et il fait ce qu'il fait en 40, 43, et 20 ans plus tard, il est le préfet de police de Paris en 61, quand il donne l'ordre de faire noyer dans la Seine des Algériens, militants ou pas militants, à Paris, à Nanterre. Et pour cette génération, il y a ce que j'appellerais, ce qu'on appelle souvent le Shoah fatigue, c'est-à-dire, ça y est, on le sait, on l'a vu, etc. Et ce sentiment, alors ça, je peux vous dire, je l'ai entendu, mais des dizaines de fois dans mes cours, que l'exaltation de la mémoire de la Shoah, dans nos livres, le 16 juillet de chaque année, le 17 janvier, c'est la commémoration de la libération d'Auschwitz, etc., pour mieux faire oublier le sort des Palestiniens. Ça, je l'ai entendu tout le temps. Et donc, effectivement, alors, je dirais que euh, c'est une sorte de, voilà, d'éthique assez j'aurais pu le dire aussi en disant, regardez, on est sartrien dans les années 50, 60, 70, et dans les années 80, c'est Lévinas, donc un juif, qui monte au créneau, enfin pas lui-même, hein, mais son œuvre, avec cette idée, le souci de l'autre, le visage de l'autre. Alors, eh ben, on va chercher l'autre. Et on va assister effectivement à cette sorte de chassé-croisé qui est très pénible pour nous. Désormais, le juif n'est plus l'autre. Le juif, c'est le même, c'est le blanc. Et l'autre, bah, c'est le palestinien. C'est le colonisé, c'est l'immigré, etc., etc. Et on assiste donc à ce renversement, alors qui est renforcé, il faut le dire, hein. Moi, je vous fais part de tout ce que j'ai pu capter. Je ne dis pas que je reprends mon compte, mais je l'ai entendu, ça. Euh, mais même encore hier soir, dans une fête où j'étais invité. Le scandale de la disproportion. Je parlais avec une adulte, hein, pas avec des jeunes étudiants. Je vais avoir 40 ou 50 ans, on va dire.
et je lui parlais des otages. Et elle m'a répondu, oui, c'est vrai, mais les otages, on les a oubliés. Et je sens qu'elle est en train de dire pourquoi c'est justifié. Et elle me dit évidemment, bah oui, parce que, oui, je comprends, 200 otages, c'est terrible pour les familles concernées, mais qu'est-ce que c'est à côté d'une trentaine de milliers de Palestiniens qui ont été, et elle m'a pas dit exterminés, hein, elle m'a dit tués au cours des bombardements. C'est-à-dire cette idée très nouvelle euh, qu'il faut interroger, que j'interroge, hein, en vertu de laquelle une guerre est en quelque sorte équitable que si le rapport de force l'est. Voilà. Euh, on a cru que la Russie allait faire une bouchée de Poutine, pardon, quel lapsus, de l'Ukraine. Ah ben non. L'Ukraine s'est bien défendue, voilà. Et donc, c'est une guerre qui suscite bien sûr de la réprobation, et on condamne tous Poutine, etc. Mais elle se déroule finalement comme doit se dérouler une guerre. Les deux parties sont à peu près, voilà, sans doute que la Russie a un armement beaucoup plus sophistiqué que l'Ukraine qui, elle, doit le demander aux États-Unis. Mais par chance, si je puis dire, la Russie, elle a des problèmes majeurs de logistique. Ils n'ont pas les camions qu'il faut, ils fournissent pas la bouffe, etc. Et donc, ça crée un rapport de force, on va dire, à peu près équivalent. Et là, quand il se tourne vers Hamas-Israël, il dit, attendez, mais là, mais depuis le début, ça n'a rien à voir. Il y a une armée de l'air palestinienne? Non. Il y a une armée de mer palestinienne? Non. Il y a des combattants cruels, barbares, ouais. Mais c'est tout ce qu'il y a. Et donc, le spectacle de ce déséquilibre fait que, et voyez, Maud, quand je vous le dis tel quel, ben, c'est plus de la haine, c'est de la pitié. Mais ça veut dire, mais de la pitié pour celui qui a, ben oui, au nom de la distinction qu'on fait tous entre les civils et les combattants. Mais Denis, vous ne croyez pas que cette volonté d'effacer Auschwitz de la conscience occidentale, puisque c'est finalement ce que vous êtes en train de nous dire, et cet effacement, alors que la Shoah est largement depuis 40 ans enseignée dans les écoles, vous ne croyez pas que cette volonté d'effacer la Shoah dans la conscience occidentale est le fruit et le succès d'une certaine propagande islamiste qui a été relayée par certains intellectuels français à des visées électorales? Et est-ce que vous pensez que ça a touché la masse de la population ou ça ne touche qu'une minorité, mais on sait très bien que ce sont les minorités qui, finalement, décident du cours de l'histoire? Alors, je vais vous répondre, Maud, en essayant de complexifier les choses, hein. Je ne fais pas de cadeaux comme je ne fais pas de cadeaux à mes étudiants. Mais j'aime bien le débat pour ça. Quand bien même vous parviendriez, Maud, à prouver que là, il y a une opération systématique menée par les Iraniens, les islamistes, et voilà, et ils ont introduit, et ils ont pris tel intellectuel. Voilà, on est tous manipulés. Le problème, c'est que quand bien même vous parviendriez à le prouver, il vous dirait, OK, peut-être, je peux imaginer, voilà, je me mets à la place, Le je fruit de peux la imaginer mon propagande. Oui, oui. étudiant me dire, vous savez quoi? OK, on a été manipulé par une propagande insidieuse. Mais foncièrement, est-ce que on a rendu justice aux Palestiniens? Est-ce qu'ils n'ont pas payé, c'est le mot qu'ils emploient, au nom de la sacralité de la Shoah, et moi-même je l'ai écrit dans un de mes livres, 600 000 Palestiniens expulsés, exilés en 48, ça vaut pas 6 millions de Juifs. Avec toute la compassion que j'ai pour les réfugiés. Bah, des réfugiés, c'est pas l'extermination dans une chambre à gaz ou par le choix par balle.
Donc, ce que je veux dire, c'est que même si nous parvenions, vous voyez, je suis de votre côté, même si nous parvenions à dire, regardez, là, on a le compte-rendu d'un comité avec Tariq Ramadan, un tel, alors on va dire ceci, on va dire cela, on va mettre des images, mais les personnes, vous direz, les personnes concernées, les manipuler, vous direz, vous savez quoi? Ok, on a été manipulé. Mais Ils est-ce n'en que sont pas forcément, conscients. Ils n'en sont pas conscients du tout. n'en est C'est pas le propre de conscient? la propagande. Bien sûr, mais il vous dirait quand même, euh, il y a une injustice qui est faite aux Palestiniens et c'est celle-là qui est devenue notre combat. Ah, quand l'idéologie a pénétré dans une conscience, pour retirer cette idéologie, Ouais, les jeunes nazis étaient absolument persuadés qu'Hitler était un dieu. bien Et sûr, jusqu'en 1945, pour leur retirer cette idée de la tête, eh bien, il a fallu un demi-siècle. ouais. La Eh bien, propagande, elle est eh puissante. La bien, propagande, elle peut tout. elle peut tout, mais je dirais que il dirait, à la différence du nazi, dont rien ne pourrait nous convaincre de la dimension morale de son combat. C'est quoi le combat moral de la race des seigneurs qui efface, qui éradique pour le coup l'engeance juive? Là, il vous dirait, on a peut-être été manipulé, il vous le concéderait, mais ils ajouteraient, mais est-ce que justice a été faite pour les Palestiniens? Mais ils ne font pas la distinction entre le Hamas et la population. Alors, c'est là où il faut faire des différences. Il y a le leitmotiv mais de tout ça, ça je l'ai entendu, ah non, 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 on n'est pas le Hamas, c'est pas, les Palestiniens ne sont pas le Hamas ne sont pas à confondre, etc., etc. Je trouvais parfois, c'était le pas d'amalgame, voilà. Pas d'amalgame, version 2024, c'est, faut pas confondre le Palestinien et le Hamas. Là où je leur disais d'ailleurs très souvent, et vous diriez autant, il ne faut pas confondre les Israéliens avec Netanyahou? Ah, là, ils étaient moins, ils le disaient avec moins de verbe. Mais sans aucun doute que, même s'ils ont fait certains, pas tous, hein, ont fait cette concession, j'ai assez peu vu, enfin, si, il y a eu des mots d'ordre favorables au Hamas, etc. Mais je ne dirais pas que c'est l'ensemble des étudiants euh, mais pour qui et ça, je vais vous donner un exemple. Je faisais cours donc à mes étudiants, on arrivait à l'année 47, et je leur dis, avant de rentrer, l'ONU, le plan de partage, la Nakba, la guerre d'indépendance, etc., on va faire un bilan de 25 ans, 27 ans de présence britannique, le mandat britannique en Palestine. Et là, j'ai été, mais subjugué, j'étais bouche bée. Là où je m'attendais à ce qu'ils disent, bon, bah, le bilan du mandat, c'est ça et ça. Mais c'était pire que les Palestiniens et les Israéliens. C'est sur eux que repose toute la faute. C'est sur eux. Et là, j'ai senti un couplet, mais anti-occidental. Moi-même, je leur dis, mais attendez, là, ça va. Oui, diviser pour régner, ils ont voulu ceci, mais enfin, en gros, c'était pas les pires, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de zoo humain, il n'y avait pas d'exposition coloniale en Palestine. Enfin, je veux dire, eh ben pour eux, les Britanniques, c'était, mais pas parce qu'ils étaient anglais, mais c'était parce que c'est l'impérialisme occidental, machin, etc. Et je Bah, c'est pense ce qu'il qu'on y a leur un avait dû leur biais. apprendre pendant leur Comment? cours d'histoire. C'est ce qu'on avait, leur professeur d'histoire avait dû leur apprendre. Ils Exactement. l'ont pas inventé, Non, non, bien sûr. les Non, mais c'est gamins. certain. Ils ont pas appris à Sciences Po, ils étaient en Ah première non. année, hein. Donc, ça, c'est clair. Alors Et vous avez... donc, il y a quelque chose, effectivement, j'ai pu percevoir, hein, ça, ce que m'a appris le fait d'être ici cette année-là. Oui, Ce dont on parlait, mais dont je ne me rendais pas compte, c'est cette, euh, on dirait, haine de soi occidentale. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça, l'Occident, c'est forcément pas bien. c'est ça. Et cet aspect très Très compassionnel, compassionnel, très émotionnel, très émotionnel. Oui, effectivement. mais est-ce que c'est pas alimenté par continuellement des mensonges? Je prends l'exemple du rapport international d'Amnesty qui vient de sortir sur le Oui, génocide. Hein. Ça commence comme ça. Le 7 octobre 2023, Israël a lancé une offensive militaire d'une ampleur et d'une portée et d'une durée sans précédent
sur la bande de Gaza occupée. Gaza occupée? Oui, occupée par le Hamas. Le 7 octobre, il a lancé une offensive? Non, il a attendu plus de 10 à 15 jours. Une offensive militaire d'une ampleur, d'une portée et d'une durée sans précédent? Non, proportionnée au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre une propagande qui accumule mensonge sur mensonge? Les premiers Palestiniens qui sont pris en otage, c'est le Hamas, qui a massacré des Palestiniens de l'OLP. Ouais. Alors, Vous avez tout. Non, non, mais ça, je vous donne entièrement C'est l'ère du raison. mensonge. Bien sûr, non, non. L'ère du mensonge. Je vais vous donner ma propre expérience exactement comparable à celle-là. Je participe à un webinar de Sciences Po. Voilà. On est trois, quatre spécialistes, je représente la partie israélienne, et on me dit, voilà, de traduire un peu le machin, etc. Et c'était, alors, euh, j'ai plus le texte, je vais pas le chercher, je vais pas perdre de temps, mais c'était en gros, euh, de Gaza ou à Gaza, la guerre a commencé, etc. Et je leur disais, mais attendez là, des Israéliens seraient à ma place, mais ils vous diraient, mais attendez là, mais la guerre n'a pas commencé le 8 octobre, en admettant que le premier bombardement commence quand même le 8 octobre, même si l'opération terrestre commence 3 semaines plus tard, c'est quand même, la première date, c'est quand même le 7. Et après, la deuxième partie du même webinaire, c'était 3 lignes, hein, du résumé, le pitch, comme on dit aujourd'hui, c'était euh, l'extension ou l'ouverture du front au Liban. Je me suis dit, mais attendez, c'est le Liban, c'est le Hezbollah qui a décidé, en solidarité avec le Hamas, dès le 8 octobre, alors c'était pas une guerre de grande ampleur, mais de lancer roquettes, machin, au point que la population israélienne, et je leur dis, voilà, c'était 3 lignes. Je n'accuse personne. Vous les avez écrites rapidement pour attirer machin. Il y a là deux choses. Mes concitoyens israéliens de gauche, de droite, qu'importe, mais ils seraient offusqués, scandalisés par cette déformation de la réalité, ce mensonge. Oui, oui, cette oui, déformation tout à fait, tout à fait. permanente. Oui, oui. Tout Et à fait. c'est Et véritablement moi, j'ai assisté, gravissime. mais je donne un autre exemple, un troisième exemple, qui est à peu près du même ordre. Quelqu'un me disant, un intellectuel français, professeur au Collège de France, hein, c'était pas rien, me disant, oui, ce qui est terrible, c'est que on a de la compassion pour les victimes en fonction de leur nationalité, parce qu'ils sont israéliens et on les considère, et quand ils sont palestiniens, on les considère pas. Et je me retourne vers lui, parce qu'on était face à face, ça a été enregistré, ensuite publié, mais la conversation avec face à face, je lui dis, mais d'où vous tenez l'idée que cette compassion, si tant est qu'elle ait eu lieu pendant un jour, c'était parce qu'ils étaient israéliens? C'est pas parce qu'ils étaient israéliens, c'est parce qu'ils ont été tués dans des conditions effroyables qui suscitent comme Sabra et Shatila en 1982. C'est-à-dire et j'ai même dit, avec beaucoup d'humilité, j'ai dit, c'est vrai, quand on y pense, 1200 personnes massacrées un par un ne prend pas la même résonance que des Palestiniens par milliers, dizaines de milliers qui meurent sous des bombes. Ben voilà, et c'est pas parce qu'ils sont palestiniens ou israéliens, c'est parce que l'être humain, et c'est sans aucun doute le travail de l'État, comme on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la violence, c'est plus l'affaire des individus, c'est l'affaire des armées. Et donc, quand c'est une armée, ça fait partie de l'ordre des choses, aussi terrifiant que ce soit. Quand ce sont des civils qui sont massacrés un par un, là, il y a quelque chose qui répugne à tout le monde. Et ce genre de déformation, de machin, etc., c'est vrai que c'est tout le temps. Et je prendrai le dernier exemple, puisque vous le citez à propos d'Amnesty, la notion de génocide. Euh, je trouve qu'il y a une sorte de tour de passe-passe qui Yes. consiste pour euh, d'avoir
constitué, euh, enfin d'avoir créé une évolution du terme qui fait qu'un terme qui a une référence historique mm, bien précise dans la tête mm, de nous tous, juifs, pas juifs, machin, etc. Un génocide, si vous demandez à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que c'est un génocide? La première chose qu'il vous dira, c'est un nombre considérable. C'est 6 millions de juifs, 1 million de Tutsis, 900 000 Arméniens. Voilà. Et, et si vous lui dites et 30 000, 20 000, 40 000, bah, il vous dira que c'est pas un génocide. Parce que, empiriquement, même s'il n'y a pas une barre, il n'y a pas un critère pour dire ça, c'est tant et tant, mais globalement, on a le sentiment que, voilà, il faut que ce soit des centaines de milliers. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette notion de génocide comme catégorie historique et empirique? On en a fait une catégorie juridique qui pourrait conduire à la situation suivante, en vertu de laquelle, si j'ai tué 100 personnes, ça peut être un génocide, parce que j'avais l'intention de les effacer de la terre. Bah, moi, je trouve qu'il y a, et ça, pour moi, ça participe de quelque chose qui est terrifiant, dont on en a parlé tout au début, c'est-à-dire cette inflation du vocabulaire. On va considérer comme génocide tout acte, voilà, de bombardement massif, ben là, euh, parce qu'il y a une intention qui y préside. Mais alors, je sais pas, moi, si j'ai l'intention, voilà, je déteste mes voisins, j'ai l'intention de trucider toute leur famille. On va dire que c'est un génocide. Eh ben, selon la catégorie juridique, oui. Alors quoi? Le génocide, ce qu'on appelle l'homicide volontaire. J'ai voulu abattre quelqu'un volontairement. Et je trouve il y a une supercherie, il y a une imposture dans cette utilisation-là, parce qu'on transforme une catégorie qui reste pour les gens une catégorie empirique, un référent historique de la Shoah aux Arméniens en passant par Pol Pot et trucs, à un truc juridique ou l'intention d'éradiquer, etc. Et alors moi, ce qui m'a encore, si vous parlez, mais je m'arrêterai là parce qu'on n'en finira plus, mais on a dit, voilà, Yoav Gallant, ministre, le lendemain ou le jour même, a dit, ce sont des animaux humains. Deux choses. La première, il l'a dit du Hamas ou il l'a dit des Palestiniens. Mais on va aller même plus loin. On va même admettre qu'il est entendu par là les Palestiniens et pas le Hamas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et ça, je le dis à Amnesty, hein, puisque je vous disais, j'avais vu la LDH. Moi, il y a 3 semaines, ils m'ont demandé, ils voulaient me voir pour que je leur dise ce que je pensais, etc. Pas du rapport, le rapport n'était pas encore publié. Et je leur ai dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit des animaux humains. Vous estimez quand il a dit des animaux humains, c'est pas le Hamas, c'est les Palestiniens. Et où vous lisez, dans l'expression des animaux humains, qu'il faut les exterminer? Il n'a pas dit l'abattoir, il a dit des animaux humains. C'est quoi? Expliquez-moi. Je dois dire que je les ai coincés. Ils sont restés bouche bée. Je dis, dites-moi, vous, d'où vous tirez de l'expression animaux humains la volonté d'éradiquer un peuple? Ben moi, vous ne m'avez pas convaincu. Et vous avez joué là-dessus pour dire, tout le monde est responsable. Herzog, président de l'État d'Israël, tout le monde est responsable en parlant des Palestiniens. Dites-moi d'où vous tirez l'idée que parce que tout le monde est responsable, en admettant qu'il le pense, est-ce qu'Herzog a dit ils sont responsables, donc il faut les exterminer tous, il faut les tuer tous? Non. C'est quoi cette imputation? D'où vous tirez cette idée que parce qu'on a dit animaux humains et ils sont tous responsables, ça veut dire forcément qu'on a voulu les tuer? En revanche, ça je leur ai donné gain de cause. Quand un de nos députés, qui a dû démissionner d'ailleurs,
de son poste de ministre a dit il faut larguer sur Gaza une bombe atomique, là, et je l'avais même dit à la télévision, là, il y a une intention génocidaire. Est-ce qu'elle a fait lieu, est-ce qu'elle a fait lieu d'une politique? Ben non. On n'a pas largué de bombes atomiques sur Gaza. Voilà. Donc, cette intention génocidaire, elle est restée au stade de l'intention, elle n'est pas passée au stade de la réalité. On n'a pas largué de bombes atomiques sur Gaza. Mais voilà. Alors, ce qui nous différencie, enfin, je sais pas, c'est que moi, j'ai pas peur d'aller voir Amnesty et la LDH. Pourquoi? Parce que je me suis construit, si j'ose dire, une légitimité. Ils savent que je condamne l'occupation, que je suis pour deux États, que je trouve que l'annexion, c'est un funeste pour Israël, que j'ai milité pour la démocratie. Et ils se disent, donc, Denis Charbitte, on peut l'entendre. Parce qu'il nous a prouvé que sur des tas de points de controverse, en gros, j'étais plutôt avec eux, si j'ose dire, pour aller vite. Mais c'est parce que sur ces points-là, j'ai su faire des concessions sans que ça me demande des états d'âme, que je peux, moi, à ce moment-là, leur dire, mais d'où vous tirez ce que je vous ai dit, je ne vais pas me répéter, etc. Et pourquoi je vous dis ça? Pas pour vendre ma camelote, hein, pas pour dire, ah, je suis super, je suis magnifique, extraordinaire, applaudissez-moi. Non, pour vous dire que quand on veut se faire entendre, et je ne dis pas que je les ai convaincus, la preuve, ils ont mis leur rapport. Oui, la preuve, Euh, effectivement, voilà, tout à fait. Mais c'est que leur rapport est venu 3 semaines après. voilà, Ils ne alors, veulent pas être convaincus. voilà. Alors, c'est vrai, mais, alors, je suis à ma petite échelle, hein, mais moi, je me contente c'est pas grand-chose, mais de ce que certains me disent, ouh, vous avez secoué dans nos certitudes. Moi, je suis pas un homme politique, je suis pas un, hein, voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est faire que les individus, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, de ce côté-là, du côté israélien, du côté palestinien, du côté, ils bougent un peu. Voilà. Bien sûr. Et qu'un espoir de paix Et vienne, qu'un espoir de parce que paix. Voilà. le premier pays qui a intérêt à la paix, c'est évidemment Israël. Bien sûr. Bien sûr. On a encore deux interventions et peut-être on va vous Conclure, bien sûr. libérer, Denis. Bien sûr. L'interrogation terminale est d'une Ah, je vais grande regarder. pertinence. Oui. À Je vais la quoi? regarder. Attendez, là, j'étais sur le rapport d'Amnesty. L'interrogation terminale Elle est devait d'une être. grande pertinence. À quoi peut servir aux Juifs d'avoir un pays qui n'arrive pas à trouver son assise, un pays qui ne peut penser au-delà de la guerre comme fuite en avant permanente? Oui, ça, c'est une vraie interrogation. Bien C'est-à-dire que, sûr. attention, les Israéliens ne remettent pas en cause l'importance d'Israël, même en dépit du 7 octobre, mais ils se disent, une existence, c'est aussi une existence humaine qui, à un certain temps dans le monde, et si on n'offre pas un tant soit peu un horizon un peu qui donne un peu d'espoir, vous savez, il y a cette expression biblique, c'est prophétique, hein, est-ce que nous vivrons sur l'épée pour l'éternité? Alors il y en a qui disent, bah oui, et beaucoup d'Israéliens disent, attends, mais ça, c'est pas une perspective envisageable. J'ai rencontré hier deux personnes qui me disaient vouloir faire leur alia en Israël. Et ils m'ont dit, je le savais déjà, et ils m'ont dit, bah, finalement, on attend un peu. Je lui dis, pourquoi? Il dit, bah, parce qu'on a un fils de 17 ans Eh oui, bien et sûr. qu'on se dit que si on y va, bah, à 18 ans, il doit faire son service militaire. Bah, ça nous fait un peu peur. Voilà. Et c'est pas qu'ils pensent que la guerre... mais voilà, alors que ça faisait 2, 3 ans qu'ils en parlaient, qu'ils s'apprêtaient à le faire, etc. Et là, ben, oui, donc voilà, c'est cette perspective-là d'une guerre permanente, bah, il y en a qui s'en réjouissent sans doute, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y en a qui disent, oula. Et vous savez, moi je l'ai vu chez les réservistes, j'ai rencontré quelques réservistes. Euh, le premier jour, les premières semaines, on dit oui, c'est formidable, c'est extraordinaire, etc. Et puis quand vous êtes déjà plus de 200 jours sur 300 ou 400 jours, donc un jour sur deux, vous l'avez fait, machin, quand vous avez laissé votre boutique fermée, quand vous avez laissé votre femme, vos enfants, que votre femme s'occupe de vos 3 bébés et que vous n'êtes pas là pour assurer également, il y a un moment où, je vais vous raconter une anecdote personnelle, mais sans être trop tourné de détails.
J'avais appris que ma nièce, dont le mari était en période de réserve pendant plus de 200 jours, bah, son mari, justement, avait été libéré. Donc, je l'appelle pour lui dire, bah, tu dois être contente, machin, etc. Et elle me répond, vous voyez, et c'est là où, comme vous dites, la propagande, les journaux, la presse n'en parle pas. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à l'humain. Et elle me répond, mais oui, oui, je suis content. Et je sentais qu'elle n'était pas complètement enthousiaste. Et elle me répond, mais tu sais, Denis, c'est pas le même homme. Waouh! Vous imaginez? C'est-à-dire, elle est mariée avec lui depuis 5 ou 6 ans, 7 ans. C'est l'amour de sa vie, etc. Et le type s'absente de 100 jours parce qu'il a participé, etc. Il revient et elle dit, je le reconnais plus. Alors, ça va passer, hein, je veux pas m'alarmer, etc. Mais vous voyez, ce temps de réadaptation, des crises à l'intérieur des couples, parce que c'est des choses de l'humain, ça n'a plus rien à voir. Je suis pro-palestinien, pro-israélien, voilà. Ça, je le raconte à mes étudiants. Cette femme-là, hier, que j'ai rencontrée et qui me disait 200 otages, c'est vrai, on les a un peu oubliés, etc. Et puis il y a quelqu'un qui me demande ce qui se passe avec mon fils qui fait son service militaire. Alors je dis, bah là, il est parti pour dans le nord, etc. Elle m'écoute pendant 2, 3 minutes raconter le sort de mon fils qui va très bien, il n'y a aucune inquiétude, tout va bien, etc. Et elle me dit, vous savez, Denis, j'étais secoué par ce que vous racontez. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté? Elle dit, non, mais vous devez comprendre, en fait. Nous, quand je vous ai entendu, j'ai cru entendre ma grand-mère parler de son fils quand il est parti en 54 pour la guerre d'Algérie. Mais nous, depuis 10 ans, on n'a jamais prononcé les mots «je m'inquiète pour mon fils parce qu'il est parti, Bien sûr. et pas quand il va être démobilisé, etc.» Et là, c'est terrible parce que ça fait 1 heure qu'on parle. On parlait de plein de choses, hein, pas que d'Israël et de la guerre. Et bah, bah, je lui disais, bah, vous habitez en Israël, mais vous êtes comme moi, quoi. On a les mêmes passions, les mêmes machins, etc. Et là, 5 minutes, on vous a interrogé sur votre fils. Je sais pas ce que vous alliez répondre. Et vous avez répondu, bah oui, il est démobilisé, mais machin, mais maintenant il passe du côté de la bande de Gaza, mais il va être libéré dans 15. Et je me suis dit, waouh! Je croyais qu'on était identiques parce qu'on a les mêmes expériences. Moi, je suis prof, elle était journaliste, etc. Et à un moment, je prends conscience de ce que vous vivez un truc, mais chez nous, c'est de la vieille histoire. Ben, Et c'est elle ce le que disait avec beaucoup mais voilà, une sorte comme disaient les naturalistes au temps de Zola, une tranche de vie. Mon fils est démobilisé, mon fils va être remobilisé, la réserve, machin, ma nièce qui me dit c'est pas le même homme, etc. Tout ça, quand on vit en paix, Mais nous, Denis, qui sommes d'une certaine génération, ça nous rappelle ben bien complètement sûr, ce que nos parents ont vous vécu et racontez, la manière dont nos pères sont rentrés complètement métamorphosés de la guerre. bien sûr, André Chouraki, vous vous bien sûr, souvenez, dans son livre, qui ah oui, rentre de la guerre complètement fou. fou, Fou, exactement. Ça a été un peu le cas de mon père. Également, les couples qui explosent, mais qui bien sûr. divorcent. C'était aussi le cas de mes parents. Et c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais bon, c'est une répétition de l'histoire, une répétition tragique des guerres. Mhm. Mais dont Peut-être. les gens n'ont pas, quand vous me dites, les gens détestent Israël, machin, etc., parce que personne ne leur dit ce que je vous dis là. Bien Alors sûr, ils sont des attention, enfants de la paix. voilà, exactement, et attention, et pour eux, 30 000 Palestiniens, le fait qu'ils aient été exilés, le fait qu'il n'y ait pas d'État, etc., le visa, pour eux, Netanyahou, c'est l'incarnation, enfin, je veux dire, c'est comme Erdogan et Poutine, c'est de la même Oui, engeance. oui, exactement. Ben, il faut dire que les professeurs d'histoire ont perdu la bataille face aux médias et à la propagande. Je suis triste parce que je suis ancien professeur d'histoire, mais il faut bien dire quand même que quand on entend un tel embrigadement, une telle déformation de la réalité, eh bien, nous qui avons été formés à l'école des Lumières, il est navrant de dire que c'est l'irrationnel qui l'emporte complètement sur le rationnel, le mensonge qui l'emporte complètement sur la vérité. Et ça, ce constat, il est tragique parce que c'est une grande blessure pour l'intelligence humaine.
je suis d'accord. On peut finir là-dessus. On peut finir là-dessus. Non, on va finir par la dernière observation. C'est moi qui vais la lire, si vous permettez. Oui. Quel bonheur d'entendre l'intelligence et la pertinence de ce que dit Denis Charbit, qui a le courage de penser la complexité du problème. Un grand merci, un très grand merci, effectivement, ajoute Joël Thierry, d'avoir bien voulu nous consacrer ce moment et nous avoir fait partager toute la finesse de votre pensée. J'espère que vous voudrez bien revenir à Paris-Ouest et puis cette fois, on fera une conférence dans le quartier que vous avez si longtemps fréquenté, Ce serait près un du lycée plaisir. On Carnot, peut dans le applaudir, hein. 17e. Merci Denis encore. Bonne soirée à tous. Bonne Merci de soirée. votre participation Bravo, à bravo, l'amitié hein. judéo-chrétienne de Paris-Ouest. Et pour ceux qui sont parisiens, on vous donne rendez-vous dans 8 jours pour une conférence, cette fois en présentiel, avec Ariane Ben-David sur les Juifs du Pape, un oxymore, histoire, mythe et réalité.